Il y a cette fameuse communauté internationale qu'on maîtrise très mal et une communauté africaine qui aujourd'hui, par réaction de fierté, s'aligne derrière une personne de plus en plus. Mais elle s'aligne, quand même les représentants de la CEDEAO viennent dire à Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Pas tout. Non, ça veut dire quoi? C'est ce que rapporte l'AFP. Les émissaires... À l'intérieur de la CEDEAO, la première réunion a été boycottée par 10 pays. Vous l'avez lu ça en France? Non. Et pourtant on vous a dit la CEDEAO, d'une seule voix, unanime et complète, condamne. Jamais de la vie. Le Ghana vient de dire qu'il n'enverrait pas de soldats en Côte d'Ivoire. Le président du Cap-Vert, qui fait partie de la délégation, est notoirement un ami de Gbagbo. Vous pensez vraiment qu'il va retourner tout ça? La CEDEAO n'a pas du tout une position aussi tranchée qu'on le dit. La preuve en est, ils repartent en disant qu'ils vont encore discuter. Jonathan Goodluck a reçu 11 coups de fil en une journée du président Sarkozy. C'est-à-dire qu'en ce moment, le président de la République française non seulement exaspère les Africains, mais humilie les Français. C'est pas possible qu'un président français appelle 11 fois. Sinon, un boy, un employé, on ne peut pas appeler 11 fois dans la journée pour insister quelqu'un qui est votre homologue, qui est votre équivalent. Et puis, entre nous soit dit, vous ne pensez pas que le Nigeria a d'autres soucis à régler en ce moment qu'aller faire la police en Côte d'Ivoire, eux qui ne sont pas capables de la faire chez eux, où les affrontements entre chrétiens et musulmans sont sanglants et probablement dans des proportions plus importantes qu'en Côte d'Ivoire en ce moment. Beatrice Yekpe, vous dites que, justement, Laurent Gbagbo instrumentalise ces sentiments qui viennent d'être décrits notamment par Gaston Kelman, d'ingérence, de complot. Il y aurait un complot des puissances occidentales contre la Côte d'Ivoire, une espèce de néocolonialisme latent qui fait qu'il s'érige en patriote, en défenseur de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Qu'il n'est absolument pas. Je veux bien que, de part et d'autre, M. Proche, M. Kelman expriment quelquefois avec des réserves, un sentiment d'agacement par ce qu'on appelle la communauté internationale. Je pense que dans le cas d'espèce, et vous verrez qu'au sortir de la crise, la Côte d'Ivoire sera exemplaire, nous avons une élection, plutôt un processus électoral, surveillé depuis le début par tout le monde. Pourquoi? C'est bien la preuve que ça ne marche pas. Pourquoi? Alors quand vous dites tout le monde, juste pour rappeler notre spectateur, c'est qui? Je parle de l'Afrique, de la CEDEAO, présente depuis le début. Je parle de l'Union africaine, présente depuis le début. Je parle des pays étrangers. Les forces de l'ONU? Les forces de l'ONU qui sont présentes également. Mais le processus électoral a d'abord débuté par l'enrôlement des citoyens. Vous savez qu'on a un long problème, un grand problème en Côte d'Ivoire de titre d'identité. Oui. En réalité, c'est une instrumentalisation politique qui a provoqué cet état de fait. Devant la suspicion générale, nous avons demandé... Les problèmes d'identité existent dans beaucoup d'États africains et la question de l'état civil est Nous avons malheureusement eu en Côte d'Ivoire une instrumentalisation du processus de l'identification en Côte d'Ivoire. Depuis le début, du fait de la suspicion générale qu'il y avait au sein des acteurs politiques ivoiriens, nous avons demandé que notre processus électoral soit observé par tout le monde. Tous ceux qui voulaient se faire accréditer en Côte d'Ivoire ont pu le faire, sont venus, ont regardé tous les processus électoraux. Alors les résultats devraient être limpides si on vous suit. Ils le sont. Les résultats sont limpides. Il se fait que l'attention de certains observateurs donc le pourcentage c'est 53-47 en gros. 54. Le taux de participation, donnez-le nous. Nous avons un taux de participation au premier tour qui a été de 83% et au 81% au second tour. Mais non, c'est 70. Là, France 24. Je ne voudrais pas que vous interrompiez, monsieur Yekpe. Ce n'est pas... Mais on ne peut pas démarrer sur le débat. Non, mais vous allez répondre après. Nous avons des résultats qui sont chiffrés, qui ont été dupliqués en plusieurs exemplaires, systématiquement, depuis les bureaux de vote, jusqu'aux commissions régionales, jusqu'à la commission centrale électorale indépendante ivoirienne. Donc ce sont des résultats absolument incontestables. Les chiffres existent, les documents sont là, tout le monde peut les regarder. C'est ainsi que le certificateur de ces élections, pourquoi il existe le certificateur? C'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il y a une résolution qui a été prise en 2007, c'est la résolution 1765, qui a été prise aux Nations Unies, instaurant la certification de tout le processus électoral ivoirien. Depuis l'enrôlement
la délivrance des cartes d'identité d'électeurs jusqu'à la proclamation définitive des électeurs. Donc la certification veut dire la validation des résultats en quelque sorte. Et elle résulte, et en réalité, Attendez, cette certification résulte d'un accord qui a été conclu à Pretoria, en Afrique du Sud, en 2005. Toutes ces données sont incontestables. On peut les méconnaître. Je veux bien croire que ces messieurs qui comptent les coups de téléphone, je ne sais pas, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je veux bien croire qu'on puisse avoir une part d'ignorance, mais je ne comprends pas pourquoi, pour la première fois où on a un processus électoral surveillé de tout le monde, qui aboutit à des résultats tout à fait incontestables, on saisit cette opportunité pour régler des problèmes qui ne concernent absolument pas les Ivoiriens. Voilà. Alors, Madame Yuko, réaction. Voilà, justement, par rapport à ce qu'il vient de dire, il n'a pas eu le courage, le représentant de M. Ouattara ici, n'a pas eu le courage de dire que c'est Henri Konan Bédié qui a empêché les Ivoiriens d'avoir des cartes d'identité, parce que c'est ce qui s'est passé. Mais bon, ça c'est du passé, je ne vais pas revenir là-dessus. Je dis, on a l'impression que les deux présidents ne pensent pas tellement aux Ivoiriens dans cette affaire. Ah si, Il se serait peut-être vu un peu plus tôt s'ils pensaient aux Ivoiriens. Le président Gbagbo pense aux Ivoiriens. Concernant les résultats donc, des élections, ce sont les observateurs mandatés par la CEI sont allés dans le Nord et ont constaté que dans les bureaux de vote, les représentants ont été molestés, ils n'ont pas pris part au vote, les représentants LMP, donc du candidat Laurent Gbagbo. Il y a eu des consignes de vote à l'entrée comme à l'intérieur des bureaux de vote. Nos électeurs, ils ont été empêchés et il y a même eu des blessés. On a même une représentante, la représentante de Korogo, LMP, est décédée suite à ces blessures. Les résultats n'ont pas été... Les résultats qui donnent Alassane Ouattara gagnant font ressortir un taux de participation, comme il a dit, de 81%, mais c'est archi faux, monsieur. C'est archi faux. Le taux de participation au deuxième tour était de 70%, et tout le monde l'a dit, autour de 70%. Alors, quand on compte le 81% et en donnant 54% à Ouattara, ce qui nous revient à dire qu'il y a au moins 500 000 électeurs qui ont été mis frauduleusement sur le compte de Ouattara. Et ça, tous les observateurs ne l'ont pas vu. Les observateurs mandatés par la CEI l'ont vu, mais les observateurs de la France, ils étaient assis dans leur bureau à Abidjan. C'est au nord qu'il faut aller, c'est dans tous les bureaux de vote qu'il faut aller. Ce n'est pas nous qui avons dit ça, ce sont les observateurs qui l'ont dit. Et nous avons donc introduit des requêtes auprès du Conseil constitutionnel. Concernant la certification, monsieur Choi a bien attendu au premier tour, c'est après le Conseil constitutionnel qu'il a certifié donc les élections. Pourquoi au deuxième tour, il n'attend pas la décision du Conseil constitutionnel? C'est pour dire que la décision de faire gagner Alassane Ouattara a été prise bien avant les élections. Mais moi, je veux bien qu'il soit président ou pas, mais au moins que ça se passe dans les conditions transparentes. D'accord. Je voudrais aussi ajouter, concernant, vous évoquiez, M. Yepké, le processus depuis 2005. Depuis 2005, il est convenu aussi qu'il ne saurait y avoir d'élection sans désarmement. Or, de désarmement, il n'y a jamais eu. Et ça, c'est bien la faute de votre allié Soro, s'il n'y a pas de désarmement. C'est bien lui qui ne s'y est pas résolu. Il n'y a pas de désarmement. La communauté internationale fait pression depuis 2005 pour qu'il y ait des élections. Vous savez comme moi que si Gbagbo, il y a 3 mois, avait dit on les repousse parce qu'il y a encore des gens armés, tout le monde l'aurait traité de dictateur une fois de plus. Donc, vous n'avez pas désarmé, vous n'avez pas démilitarisé. La Côte d'Ivoire... je pense que vous entendrez à peu près sur le chiffre de 20 millions d'habitants. C'est à peu près celui sur lequel un chiffre générique. Il y a un corps électoral de moins de 6 millions d'électeurs. Je veux bien que la Côte d'Ivoire soit un pays très très jeune, mais il ne peut pas y avoir 13 à 14 millions de gens de moins de 18 ans. Donc il y a énormément d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est une question centrale. C'est une question qui, au moment d'établir des listes électorales, forcément pose un certain nombre de questions. Alors, tout ça a été balayé d'un bras en disant que Gbagbo, ça donnait lui aussi à l'ivoirité. Vous voudriez, Grégory Proch, que les élections se passent comme dans des démocraties occidentales, sans qu'il y ait de problème d'identité, sans que... Non. Qui en Afrique est bien élu aujourd'hui? Je veux juste qu'on ne fasse pas, à l'issue du scrutin, porter à certains des responsabilités qui sont
quasi ontologiques qui sont à la base du processus. Le processus, depuis le départ... le processus s'est fait malgré ces difficultés et des élections ont eu lieu avec des résultats. M. Kelman tout à l'heure a rappelé qu'on a imposé à Marcoussis en 2003 en France, on a imposé à un président africain, le président Gbagbo, on lui a imposé un Premier ministre rebelle. Vous imaginez qu'il a une quelconque latitude de mouvement dans la menée des avancées institutionnelles, etc. en Côte d'Ivoire? Rien du tout. Il a à peu près autant de pouvoir que Soro à la même époque, c'est-à-dire la moitié. Gaston Kelman. Oui, moi, en fait, je termine toujours, enfin, je reprends un peu sur le cas Soro, c'est celui-là qui est vraiment très, très gênant, lui aussi, par rapport toujours aux amitiés qui sont en place. Parce que c'est vrai que voilà un homme qui, au départ, est un rebelle. Et une rébellion dont on pense qu'elle n'est pas très solide, quoi. Et qui serait aussi dans l'alliance de Ouattara. Et puis après, effectivement, au bout du compte, il apparaît je ne sais pas s'il a changé de camp, et ça j'aimerais peut-être avoir une explication là-dessus. Quand il s'en va chez Gbagbo, est-ce qu'il change de camp? Et puis je pense vraiment que quand il revient après et qu'il traite son rôle de dictateur, quelqu'un qui a, Gbagbo de dictateur et tout ça, c'est un garçon qui est très très désagréable. Et je pense vraiment que sa proximité avec Ouattara, je continue toujours à dire, parce que vous avez vu le grand silence des intellectuels africains qu'il y a eu, il y avait un très très gros malaise. Il y avait un très très gros malaise dans l'intelligentsia africaine à prendre position par l'un ou par l'autre. Quand il s'agit par exemple de Sarkozy ou bien d'une opposition blanc-noir, c'est nickel, ça va très très vite, boum, on assomme. Mais là, on était très très mal à l'aise à prendre position, mais c'est vrai que c'est toute cette accumulation de flou qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, que ce soit l'article de Calix Beyala dans le Jeune Afrique de la semaine dernière, ou celle de Thierno Monenembo hier, et c'est vrai que c'est tout à fait drôle quand Thierno Monenembo dit, il parle effectivement des alliances douteuses, il parle de Gbagbo aujourd'hui qui est soutenu même par ses pires ennemis. C'est effectivement cette accumulation Mais est-ce que c'est pas un peu simpliste, Gaston Kelman, de dire il y a une suspicion qui pèserait sur Ouattara parce qu'il a des amis, ou c'est parce que c'est la communauté internationale qui soutient, en l'espèce, ce que vous considérez des étrangers? C'est ce que j'ai dit, moi c'est clair. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de fond en Afrique, de la jeunesse africaine, qui va s'opposer systématiquement aux dictats occidentaux. C'est-à-dire que ce soit la communauté... Alors, quelle que soit la réalité de la situation sur le terrain, c'est une position de principe. Alors, on peut le prendre comme ça. C'est une position de principe. Je le dis aujourd'hui que c'est une position de principe. Alors, effectivement, et évidemment que je ne condamne pas du tout. Parce que, effectivement, on a vu comment est-ce que la veille, effectivement, de cette campagne, toute la jeunesse a le déroulé de la France-Afrique. Le déroulé de la France-Afrique, ou avec une arrogance inacceptable. Toutes ces personnes, il n'y a pas une seule, que ce soit le Froc-Prigent, même là, le dernier des derniers, jusqu'au premier, comme Focard, oui, on refait tout. J'ai refusé de l'argent au président Lissouba élu, parce qu'il ne faisait pas ce qu'on lui avait demandé. Nous savons très bien ce qui s'est passé dans tel ou tel pays, je ne vais pas citer. Cette arrogance. Donc dès qu'il y a un semblant d'interventionnisme ça ne passera plus. Ou d'ingérence, entre guillemets, dans les affaires internes, et quelle que soit la réalité de la situation sur le terrain... Aujourd'hui, peu importe la réalité de la situation, on ne supportera plus. Les jeunes, la population ne supportera vraiment plus telle ingérence. Et je continue à le dire que ça. Et si, par exemple, aujourd'hui, petit à petit, et puis Goodluck, parlons de Goodluck. Goodluck, franchement, c'est une espèce de pantin, entre guillemets, aujourd'hui, qui n'a aucune légitimité. Et c'est pour cela que si le président Sarkozy est ainsi avéré, qu'il y a 11 coups de fil, parce que... Ils sont certainement accompagnés de menaces et de promesses et de tout le reste, j'imagine. Donc, mais il préside la CEDEAO quand même. Oui, il préside, elle est tournante. Hein. Il préside celui qui doit présider à ce moment-là. Ce n'est pas une élection non plus. Bon, voilà.